Bonjour à tous et bienvenue sur Talk. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau une coach conjugale avec qui nous allons aborder tous les thèmes qui ont à voir avec le foyer, qui ont à voir avec les jeunes qui se mettent en couple. Et à l'issue de cette émission, vous allez certainement en ressortir très enrichi. Merci à notre coach qui nous a fait l'honneur d'être ici présente sur ce plateau de Battle avec qui nous allons échanger. Merci une fois de plus d'être là. Je t'en prie, Patrick, bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire un peu qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais? Je suis Mireille Nucci, épouse d'Assi. Donc, je suis maman de 3 enfants. Je suis coach conjugal, comme tu as déjà dit. Je suis passionnée de cuisine, entrepreneur. Mais avant tout, je suis une professionnelle de la santé. Super, ça fait plusieurs casquettes pour celle que je une seule personne. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur l'aspect coach conjugal. Okay. Je pense que de nos jours, c'est de plus en plus important d'avoir des personnes, des professionnels dans le domaine qui réussissent à encadrer, à conseiller les jeunes. Et toi, en tant que coach conjugal, pour des personnes qui sont en couple, qu'est-ce que tu donnes généralement comme conseil pour vaincre un moment de crise? Alors, premièrement, on doit se rassurer que les personnes sont en couple sur la bonne base. Donc, parce que si la base est faussée, c'est un peu difficile de résoudre le conflit. Et après, ça dépend de la nature du conflit. Okay. Donc, on doit quand même se rassurer qu'ils sont ensemble sur la bonne base. Quand je dis sur la bonne base, c'est sur la même vision. Donc, la base, c'est la vision. Ils se sont accordés pour se mettre ensemble sur une certaine base, sur un certain nombre de principes qu'ils approuvent, sur lesquels ils sont décidés d'avancer. Et alors, après, on peut voir déjà de quel conflit il s'agit et alors entrer dans le détail du conflit pour voir comment proposer des solutions. Alors, tu as dit tout à l'heure que les conflits, tout d'abord, ça part des principes qu'on se donne avant de se mettre ensemble. Ces principes sont universels ou alors ce sont des principes propres à chaque individu qui se met en couple? Compte tenu du contexte de la société, on a vu, ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup de gens disent qu'ils ont des principes. Okay. Et des valeurs. Et des valeurs qu'ils disent. Mais on ne voit pas beaucoup les fruits de ces principes que les gens disent avoir. Donc du coup, quand on remarque l'échec que les couples vivent, la multitude de conflits que les couples affrontent, on remet quand même en doute les principes et les valeurs que les gens disent avoir. Okay. Donc moi, je crois qu'il y a un principe fondamental sur lequel on doit se placer pour bâtir une relation de couple. Okay. Moi, je crois. Et je crois que c'est le principe qui ne faillit pas. Peut-être après, on va en donner plus de... Très tôt. Oui, bon. Alors, ce principe, c'est que je dois être la personne qu'il faut. Tout simplement. Ah, moi, je dois être. Moi qui me mets en couple, Okay. dois être, que ce soit le garçon ou la fille, je dois être la personne qu'il faut pour cette personne. Ah, très souvent, c'est un peu paradoxal parce que très souvent, on cherche la personne juste. La personne qu'il faut. Mais on ne se dit pas à un moment, moi, je dois être la personne qu'il faut. Mais toi, tu es en train de dire que ça devrait être l'inverse, en fait. Oui, justement, ça devrait être l'inverse. En fait, chaque personne qui aspire à se mettre en couple doit se rassurer qu'il est la personne qu'il faut pour se mettre en couple. Okay. Et donc, pour être à la hauteur de la vie de couple. Okay. Et la personne qui se met en couple, en toute personne qu'il faut, c'est la personne que l'autre est capable de supporter, qui est capable d'aimer l'autre, qui est capable de donner à l'autre ce dont il a besoin pour être épanoui. Parce qu'en réalité, dans la relation conjugale, on doit donner à l'autre. Chacun doit se mettre dans la dynamique de donner. Pas de recevoir, parce que très souvent on vient pour recevoir, mais on ne reçoit pas. Parce que si nous deux nous venons pour recevoir, mon conjoint et moi, chacun attend de l'autre, Mais si on se met dans la dynamique donner, alors je viens donner de l'amour, je viens donner du respect, je viens donner du bonheur. Donc ça déjà, ça change. Et donc je suis la personne qu'il faut pour participer ou pour contribuer ou même pour faire l'épanouissement de l'autre. Et donc lorsque moi je deviens dans cette personne qu'il faut, comment je fais pour choisir la personne qu'il me faut? Quand je suis la personne qu'il faut vient en moi. Ah. Oui, je n'ai même pas besoin de chercher la personne. La personne qu'il faut, je la trouve quand je suis la personne qu'il faut. Mais puisque si je suis disposé à donner,
Oui. Parce que je serais devenu la personne qu'il faut. Mhm. On est d'accord que tout le monde aime recevoir. Oui. Et si moi je suis disposé à donner, ça veut dire que tout le monde va venir vers moi un peu comme les abeilles Non, qui vont vers les fleurs. ce ne sera pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que si tu aimes donner, tu vas attirer vers toi la personne qui aime aussi donner. Ah si? Ah oui? Pas la personne qui aime recevoir. Non. Tu vas attirer à toi, les personnes que tu vas attirer à toi, c'est des personnes qui aiment donner comme toi. Je parle de donner de l'amour, je parle de donner du bonheur. Donner de l'argent. Donner, oui, bah, tout ça, c'est un tout, hein. Si tu donnes de l'amour, si tu donnes, ça veut dire que tu peux tout donner, en fait. On peut donner l'argent aussi. Oh oui, bah, c'est naturel. Ok, super. Étant coach conjugal, quel est le ratio que toi tu conseilles dans un couple en termes de finances? Comment est-ce que ça doit être géré? Alors, les finances, c'est un tout. Mhm. C'est un pot commun pour le couple parce que si on est marié, c'est un pot commun pour un le pot couple. commun pour le couple. Peu importe qui gagne C'est pas plus, mon peu genre, importe c'est qui pas gagne son moins. Exactement. Ok. Peu importe. Si j'ai 1000 euros, mon conjoint a 2000 euros, c'est pour la famille. Ah, Donc, merci. c'est un pot et alors, dans le pot, on repartit les charges et le reste, c'est pour les projets de la famille qu'on décide ensemble naturellement. Ok. Ça, c'est la méthode qui dans laquelle on s'épanouit, vu les statistiques, hein, vu comment les gens ont vécu et tout. Et c'est même ça qui est le vrai sens du mariage. Sinon, on est marié et nos finances ne sont pas mariées. Pour ceux qui font 50-50, on est marié, mais nos finances ne sont pas mariées. Et Ok. donc, on n'est pas vraiment marié. Ok. Au final, on n'est pas vraiment marié au final. Parce que le mariage, c'est tout ensemble. Mhm. Donc, si c'est les enfants ensemble, je sais pas trop, la maison ensemble, si ensemble, mais les finances pas ensemble, c'est pas le mariage. Le mariage n'est pas complet. Et donc, justement, ça boite, quelque chose cloche, et donc ça ne peut pas aller comme tu veux. Ok. Donc, c'est tout ensemble. Tout ensemble, pas de 50-50, Pas de pas de 50, 70, 50, 30. non, pas du tout. C'est tout Ces ensemble. formules mathématiques là. Ah non, on calcule pas dans le vie. On calcule pas. Non, on calcule pas, on donne. Tout, c'est juste donner. Oui, c'est juste donner. Donner. C'est dans ça qu'on trouve l'épanouissement. C'est dans ça qu'on trouve quand le couple trouve son vrai équilibre. Ok, retournons à l'aspect financier dans le couple. Deux personnes qui se mettent ensemble ont des familles. Mhm. Dans ces familles, certains ont plus, d'autres ont moins de personnes. Ouais. Si les deux se mettent ensemble, ils auront toujours des dépenses en famille à faire. Ça veut dire que la personne qui a moins de personnes dans sa famille fera moins de dépenses en famille par rapport à la personne qui en a plus. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu déséquilibré à ce niveau-là? Parce que tout l'argent du couple serait utilisé vers la famille d'un des membres du couple qui a plus de familiers. Mhm. Alors ça, c'est une très belle question. Mais dans le couple, ce qu'on doit noter, c'est que le principe, ce n'est pas le principe de l'égalité. On a été longtemps chargé par ça. Et c'est le principe de l'équité. En fait, on doit assister celui qui a le plus besoin, pas à la même hauteur que celui qui n'a pas besoin. S'il y a besoin de 50 euros dans une famille, on envoie 50 euros. Mhm. Si dans l'autre famille, il y a besoin de 400 euros, on envoie 400 euros parce qu'il y a ce besoin. Pas parce que forcément, parce que c'est 400 euros, il faut aussi que 400 aillent de mon côté. On ne va pas envoyer de l'argent superficiellement. Là, ici, il faut vraiment appliquer le principe de l'équité. Pas Donc, l'égalité. on va assister en fonction du besoin. Si quelqu'un a besoin de 400 euros pour ses soins et que l'autre a besoin juste de 50 euros pour compléter ses médicaments, je vois pas pourquoi on doit lui donner aussi 400 euros et donner 400 euros à l'autre qui a besoin intensément pour ses soins. Donc, ce n'est pas, à un moment, on doit être juste. Et alors, on doit être équitable dans les partages. Donc, n'est pas absolu. Il y a des familles, il y a des exemples de couples que pendant 5 ans, on n'a pas besoin d'assister parce que ce sont des personnes haut placées, ce sont des ministres, des gouverneurs, de tout ça. Ils n'ont pas besoin. Mais de l'autre côté, c'est une famille pauvre. C'est peut-être l'autre conjoint qui doit prendre en charge et qui a toujours pris avant le mariage ses frères. Ce n'est pas négligeable. Là-bas, on va pas les laisser tomber parce que de l'autre côté, l'autre, on n'en voit pas. Non, on va envoyer parce qu'ils sont plus dans le besoin que les autres. Donc, c'est ça. Et dans ce couple, c'est jamais la même chose, en fait. Mais parfois, c'est parce qu'on a un peu plus un regard sur les finances, un regard différent sur les finances, qu'on veut que ça aille moitié de l'autre côté. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le mariage. Pour qu'on soit équitable, pour qu'on soit confortable, même dans nos dépenses en couple, il faut pas qu'on nous donne de l'argent inutilement, là où il n'en faut pas. Donc,
C'est un peu ce que je vais dire. C'est vrai que pour certains, c'est un peu blessant parce qu'on dit, ah, j'ai donné 100 euros à ta mère, je veux aussi donner 100 euros à ma mère. Non, pas forcément. Si ma mère n'a pas besoin, je ne lui en donne pas. Ma mère elle peut être à l'aise avec ses maisons qu'elle a mis en location et elle a ses loyers tous les mois qui lui entrent 200 000 francs. J'ai pas besoin d'en rajouter. Maintenant, si elle a un besoin particulier qui surgit après 3 mois, je peux venir en aide. Mais de l'autre côté, la famille peut vraiment avoir besoin. Mais besoin vraiment mensuellement parce que là-bas, il n'y a pas de boulot. Et si et ça, les enfants n'ont pas de fourniture scolaire, ainsi de suite. Là, on soutient plus financièrement le côté qui a le plus besoin. Donc, voilà. Super. Je pense que la réponse est assez claire. Surtout le principe d'équité. De l'équité. Et pas, au lieu de l'égalité. Et pas d'égalité. Voilà. Parce que très souvent, on nous a plus parlé de l'égalité. Oui, je comprends. Oui. Néanmoins, dans le couple, qui est le chef? Est-ce qu'il y a un chef dans un couple? Naturel. Comme dans un bateau, il y a un capitaine. Bon, qui est le chef? C'est l'homme. Hein? L'homme est le chef? C'est l'homme. Hein? C'est l'homme. Hein? L'homme est le chef. Voilà. Puisque dans la façon dont tu as expliqué tout à l'heure au départ, tu étais genre, on se marie avec quelqu'un avec qui on a la même vision. Oui. OK? Mais si on a la même vision et que l'homme est le chef, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est la vision de l'homme qu'on va suivre. Ben, c'est naturel. Il faut toujours suivre quelqu'un. Okay. Et dans le cas du mariage, il faut suivre l'homme parce que au commencement, la personne qui a initié le mariage a décidé qu'on suivait l'homme. Donc, l'ordre qu'il a placé, c'était l'homme, après la femme. Donc, la femme doit suivre l'homme. Maintenant, la vision, on parle ici ça peut être, on peut faire allusion aussi à des principes de vie, à là où on va ensemble en tant que couple, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à nos projets, ainsi de suite. Donc, si quelqu'un veut vivre en Europe et l'autre vivre au Cameroun, vous n'avez pas la même vision de la vie. Vous n'allez pas vivre un là-bas et l'autre là-bas, vous n'avez pas la même vision. Mais si on a tous de la vision d'aller vivre au Canada, ben ça c'est bien par rapport au lieu de vie. Peut-être on a la vision de, je sais pas moi, de créance, je sais pas trop moi quelle vision on peut avoir. Donc voilà, on peut avoir la même vision. Mais il y a un responsable qui est l'homme du couple. Et c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui rendra compte finalement de sa famille. OK. Dans le cas où, par exemple, dans un couple, il y a une tromperie. Oui. Toi qui es coach conjugal. Oui. Pour toi, quelle des deux tromperies est plus grave? La tromperie de l'homme ou la tromperie de la femme? Commençons par là. Ouais, voilà, ça c'est une très bonne question. Tromperie grave. Ben, il n'y a pas de tromperie plus grave. Hein. La tromperie, c'est la tromperie. OK. Quelle est acceptable? Acceptable, la tromperie n'est pas acceptable. Comme aucun autre péché n'est acceptable. Tolérable. Donc, il n'y a rien qui est acceptable. Maintenant, pardonnable. Ou impardonnable. Voilà. Déjà, ou impardonnable. Voilà. Il y a pas de faute qui soit impardonnable. Parce que on a quand même le modèle, qui est le créateur, qui est notre Dieu, qui nous a pardonné. C'est parce qu'il nous a pardonné que nous sommes encore sur la terre. C'est parce qu'il s'est manifesté un jour, pour nous, à notre avantage. C'est parce qu'il est venu à nous que nous pouvons parler de lui. Donc, il a eu pitié de nous, on n'a rien fait. On n'a pas mérité qu'il nous pardonne. Alors, si un Dieu dont je n'ai pas mérité le pardon m'a donné le pardon, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas accorder le pardon à mon conjoint. En tout cas, je pense que mais je pense pas que tu as répondu à ma question. Oui, je n'ai pas encore répondu, mais j'arrive. Voilà. Donc, parce que c'est la réponse que moi j'attends. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas pardonner. Donc, du coup, moi, j'ai dit, une faute commise par le conjoint, l'autre conjoint, en tout cas, on doit faire preuve de patience. On doit faire preuve de compassion. On doit donner l'occasion à son conjoint de se racheter, en fait. Donc, pour moi, on ne doit pas dire je ne te pardonne pas, c'est terminé. On doit essayer de pardonner le conjoint. À moins que ce soit un conjoint, je ne sais pas trop moi comment, mais finalement, mon attitude, parce que quand je pardonne à mon conjoint, je suis aussi tranquille. Je suis en paix, je suis libéré d'un poids. Parce que tant que je ne pardonne pas, ça reste dans mon cœur. Je suis pas tranquille. J'entretiens même des maladies physiques qui vont se manifester physiquement parce que je n'ai pas pardonné. Donc, il est avantageux déjà pour moi de pardonner à mon conjoint pour que lui aussi se pardonne au malus, mais parce qu'on est d'accord que quand tu as commis une bêtise, tu te sens déjà coupable. Mais si tu sais déjà que tu as le pardon de l'autre, quelque part, tu es déjà un peu soulagé, tu es un peu guéri, et ça te permet même à toi de te pardonner parce que parfois, ça peut être des fautes que tu n'as pas préméditées. Ça peut être quelque chose comme ça, une faute que tu as commise comme ça, peut-être sur un coup de tête et tout, et toi, tu te sens
tellement coupable. Déjà, le pardon que l'autre conjoint t'apporte te guérit déjà en moitié et te permet déjà aussi de te pardonner à toi-même. Et ça contribue vraiment en tout cas, à faire entrer les choses plus ou moins l'ordre progressivement. Alors, très souvent, il est dit qu'il est plus facile pour une femme de pardonner l'infidélité d'un homme qu'il n'est pour un homme de pardonner l'infidélité de sa femme. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de personnes? Oui, c'est vrai parce que c'est ce qu'on voit dans la société, hein. C'est toujours les femmes qui pardonnent le plus parce que c'est culturel, hein, aussi. C'est culturel. Ça, c'est un fait culturel. Parce qu'on nous a appris dans notre culture que oui, la femme doit toujours pardonner parce que l'homme est comme ça. On doit accepter l'homme comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, justement, on est arrivé même à dire que son infidélité est acceptable et compréhensible parce qu'il est un homme. Et donc, justement, la femme grandit avec ça. Elle intériorise ça. Elle a vu ça à sa mère, à sa grand-mère pardonner à son père 100 fois. Et du coup, elle conçoit parce que on est le fruit de ce qu'on a vu. On est le fruit de ce qu'on a vécu. Donc, tellement que j'ai intériorisé ça, que je crois que mon mari peut me tromper et que ça, limite, c'est même normal qu'il me trompe parce qu'il est un homme. Ça, c'est un fait culturel que les gens ont finalement adopté comme nature. Et ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que dans ce sens-là, les émotions de la femme sont piétinées. Ses sentiments sont écrasés. Finalement, la femme devient celle qui... voilà, c'est celle qui est capable d'endosser tout, de supporter tout, et donc celle qui est obligée de manifester une force que à la fin, en vrai, elle n'a pas. Donc, on a grandi avec ça, c'est vraiment culturel, et c'est pour ça qu'on permet. Moi, je suis pas d'accord avec ce fait, parce que nous tous, nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Compris. La question que j'aimerais te poser, c'est en tant que coach conjugal, est-ce que tu conseilles le divorce? Alors, c'est une question, elle est un peu délicate, hein. Voilà. Bon, ça dépend des motifs. C'est vrai qu'à la base, le divorce ne devrait pas être envisagé parce que on se marie une fois. C'est pour ça qu'il est important de faire le bon choix de son conjoint pour le mariage. Mais il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Ça arrive beaucoup qu'il y ait des grandes violences conjugales. Si on a fait un mauvais choix. Quand on a fait un mauvais choix, donc un conjoint devient tellement violent que la vie de l'autre soit mise en jeu. Et dans ce cas, on peut opter dans un premier temps pour une petite séparation. Pas un divorce. Pas un divorce dans un premier temps, mais une petite séparation. Question que chacun se remette un peu en question par rapport à la relation. Que chacun voit un peu, peut-être que c'est une erreur, peut-être c'est un coup de faiblesse, peut-être c'est un petit vent passager. Et alors, on les sépare un peu un moment, le temps de voir comment ils se comportent, et après, ils peuvent voir ensemble. Quand c'est peut-être, quand les motifs de violence sont écartés. Mais si on se rend compte que, voilà, donc, c'est pas, ça ne s'arrange pas, ça ne se résout pas, et que la vie de quelqu'un d'autre, la vie d'un conjoint peut passer, bah, moi, je dirais vraiment, voilà, que la relation s'arrête, quoi, si ça ne peut pas se rétablir. Si les deux ne sont pas engagés à ce que les choses aillent bon train. Parce que, voilà. Il faut d'abord préserver la vie, de chaque conjoint. Éventuellement, non, pas éventuellement, mais ces derniers temps, il y a beaucoup de faux mariages. Je dis faux mariages parce que c'est des mariages sous la base des envoûtements. Donc, malheureusement, beaucoup de personnes se marient juste pour atteindre des objectifs dont, en réalité, c'est pas un vrai mariage. Donc, des gens partent faire des pratiques mystiques, pour avoir quelqu'un qui les permet d'atteindre un but. Et dès que le but est atteint, la personne ne trouve plus, voilà, l'intérêt, ou bien alors quand l'effet du médicament est passé, on se rend compte de la situation. Ça, c'est pas un mariage, en fait. Ça, c'est des personnes qui doivent se séparer. Oui, voilà. Il n'y a pas de l'amour. Donc, l'autre a juste été aveuglé et emballé dans une sphère qu'il n'a pas compris. Et voilà, après un engagement comme ça, c'est pas conscient. Ça, pour moi, c'est pas vraiment du mariage. Donc, il faut que les deux personnes, il faut que chacun, voilà, se sépare. Après, qu'on se soit rendu compte de l'effet du produit, en fait, ou bien que l'effet du produit terminé. Donc, de toute façon, ça se termine toujours. Et ça, c'est pas un vrai mariage, en fait. Donc, dans ce cas, on peut peut-être
envisager un divorce. Oui. Mais peut-être les situations peuvent aussi se restaurer. Ça peut être que les deux conjoints s'engagent réellement, après avoir même commis tous ces trucs, que les deux personnes s'arrangent, voilà, et décident de cheminer, de continuer ensemble. Mais si un conjoint ne se sent pas appartenu ou bien fait partie de la relation, franchement, il peut légitimement divorcer. Oui, demander. Oui, parce que ça a été juste de la manipulation. Okay. Je dirais même de l'arnaque. D'accord. Ceci pour dire que dans certaines conditions, tu conseilles de divorcer carrément. Je comprends. Donc le mariage, je sais pas, lorsque tu es dedans, tu es bloqué, tu peux plus rien faire. Mais si tu trouves que les conditions sont déjà certaines conditions particulières, peut-être qui mettent atteinte à ta vie, ou alors tu te rends compte que tu ne t'es pas réellement engagé. Donc, tu te rends compte que tu t'es pas réellement engagé. Oui, justement, parce que dans le cas de l'envoûtement, tu te rends compte que t'es pas volontaire. Ton engagement a été ou alors si tu te rends compte que tu t'es trompé. Oui, que tu t'es trompé, c'est trop tard. Alors là, tu es un piège. Tu savais que le mariage, c'est un piège. Les jeunes ont raison de justement, c'est comme un piège, tu peux plus sortir, hein, parce qu'on se marie pour la vie. Ceux qui disent incompatibilité d'humeur ou de quoi, c'est pas vraiment valable, hein. C'est qu'on dit qu'on va détruire un mariage pour ça. On doit juste s'ajuster, parce que parfois, c'est parce que l'ajustement est difficile. Difficile même pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se faire accompagner. Les gens ne veulent pas se laisser conseiller. Chacun veut faire comme il veut parce que j'ai pris l'avion, je suis arrivé en Europe, c'est bon. Ou alors je suis grande, personne n'a rien à me dire, j'avance comme je veux, je prends mes décisions comme je veux. Parfois c'est un désir juste de rébellion, c'est un désir de s'affirmer, c'est un désir de faire voir aux autres que moi aussi je peux me marier, j'ai déjà un salaire, donc personne n'a rien à me dire et je m'engage. Et si tu t'es engagé sur un coup de tête, tu vas assumer. Donc il n'y a pas de motif de se séparer pour ça. Il y a juste besoin de rentrer et de refaire un bon ajustement ou de bons ajustements qui sont conjoints. Mais et si les visions ne vont pas de pair? Il faut que ça aille. Et vous avez essayé et il faut que ça aille. On doit trouver. Il y a toujours moyen que ça aille. Il y a toujours moyen que ça aille. Si chacun se met dans la logique que la relation doit marcher, il y aura moyen que ça aille. Dans tous les cas, dans ce que tu dis, j'ai quand même compris qu'il y a un cheat code, c'est-à-dire que si tu vois que tu es fatigué du mariage, tu commences à frapper sur ton conjoint et puis le mariage ce n'est pas ça que j'ai dit, ce n'est pas ça qu'on a conseillé. Non, puisque tu dis, si la vie est en danger, vous pouvez vous séparer. Oui, mais bon, on va pas prendre ça comme, on va pas prendre ça. Voilà. On va pas faire ça pour s'amuser, on n'est pas des enfants. Le mariage, c'est pour des adultes. Bon. C'est pas des enfants, c'est des enfants qui manipulent. Les adultes ne manipulent pas. Les adultes j'ai sont l'impression conscients. Que les adultes manipulent même déjà plus que les enfants. Oui, peut-être, mais ça, c'est des adultes enfants. C'est des adultes qui sont juste adultes peut-être sur le point de vue de l'âge, mais qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. En réalité, ils sont encore enfants dans la tête. C'est pour ça qu'ils se comportent comme des enfants. Parce que des enfants ne peuvent pas se retrouver dans un mariage. C'est des adultes qui doivent se marier. Les enfants ne se marient pas. Je peux avoir 40 ans, mais je raisonne comme un enfant. J'ai pas ma place dans le mariage. Parce que je vais me comporter comme quelqu'un de 16 ans. Et ça n'ira pas pour mon conjoint. Ça n'ira pas. À 16 ans, je n'ai pas encore toutes les capacités, les facultés pour me marier. Donc, si à 40 ans, je raisonne encore comme si j'avais 16 ans, je ne dois pas me marier. Et si je veux faire mon enfant? Oui, faire l'enfant, le but n'est pas de faire de l'enfant. Et cet enfant deviendra quoi? Parce que je n'ai pas de quoi l'équiper. Est-ce que j'ai le droit de faire un enfant sans me marier? Non. Non. Théoriquement, non. Je sais. Oui. On fait l'enfant dans le cadre sécurisant du mariage. On ne fait pas les enfants comme ça. Parce que l'enfant a besoin d'un équilibre, d'un père, d'une mère. Il a besoin d'un cadre confortable, là où les conjoints sont épanouis. Il a besoin de se retrouver, de se sentir émotionnellement bien, de se sentir physiquement bien. Un enfant qu'on balade, on lance partout, c'est un enfant aussi qui sera boiteux et qui va aussi demain boiter. Hein. C'est-à-dire qu'il va grandir comme ça, il sera aussi déséquilibré et il va déséquilibrer d'autres personnes en retour. Alors moi, je vais sortir avec cette question-ci. On a sur Internet aujourd'hui, le 21e siècle, les couples papa et maman. Si tu sais ce que ça veut dire. Oui. Bon. Est-ce que toi, en tant que coach conjugal, quel genre de conseil tu donnerais à un couple non hétéro qui vient vers toi pour te dire, bon, nous on veut se mettre ensemble, on a une vision qui va ensemble, on s'entend très bien. Est-ce qu'on peut se marier? Alors, ça c'est, ils ne peuvent pas se marier parce que même la nature n'est pas d'accord. C'est-à-dire que même la nature n'est pas conçue, même la nature refuse. Quand je dis la nature, je ne veux pas parler de Dieu.
Parce que même la nature n'est pas d'accord avec eux. Même leurs deux personnes ne sont pas faites. Deux personnes sont mises ensemble. Ils ont quel moyen de procréer? Ils n'ont pas de moyen de procréer. Donc, ils ne peuvent pas multiplier l'espèce. C'est un des buts du mariage. Donc, déjà, à première vue, ils ne peuvent pas se multiplier comme il nous a recommandé. Ils ne peuvent pas. Mais s'ils ne veulent pas se multiplier, là, tu as dit tout à l'heure que les visions doivent aller de pair et tout, on se marie pour s'accomplir. Oui, mais ce n'est pas seulement. Ils ne veulent pas se procréer. Oui. Puisqu'ils disent qu'il y a déjà assez d'enfants. Même une femme et un homme peuvent décider de ne pas procréer, sinon tant pour s'en occuper. Donc, que deux personnes comme ça ne veulent pas procréer, c'est là que naturellement, ils peuvent pas procréer. Donc, ils ne peuvent même pas vouloir procréer parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, du coup, un mariage comme ça, c'est juste du gâchis, c'est juste du trouble dans la société. C'est juste continuer d'encourager de la je sais pas si je vais dire pas la médiocrité, mais la destruction de la race humaine. Parce que c'est vers ça qu'on court. On doit pérenniser la race humaine. On ne doit pas détruire. On ne doit pas, et ce sont des valeurs qui sont contre nature. Mais je dis contre nature pour qu'on comprenne un peu ce que je vais dire. Mais je vais parler d'abomination. Je vais juste déjà commencer par parler de contre nature parce que c'est le commencement. Okay. Donc voilà. Donc un couple. Non, mais je vais dire déjà, ils ont un problème parce que deux personnes non hétéros ont déjà un problème. Ils ont un problème d'identité. Ils ont un problème de qui ils sont. Ils sont malades. Oui, ils doivent être accompagnés pour revenir aux bons sentiments et se diriger normalement selon même les principes que Dieu a prévus pour le mariage. Parce qu'en dehors de ces principes, on ne peut pas avancer et on ne peut pas parler de mariage. D'accord. Je te remercie encore une fois de plus d'être passé sur Batalk. J'espère que ça a été un plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui a été très enrichissant avec la coach conjugale. Laissez-nous en commentaire vos avis, vos impressions, vos messages. Et surtout, elle est là, elle va lire tous vos messages, elle va vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Bar Media.